bel bonsoir. Eh bien, je suis content de nous retrouver avec nous pour une nouvelle édition. En tout cas, c'est en poursuite, la suite des émissions la semaine passée, puisque la semaine passée, nous avons parlé de développer un cerveau sain chez l'enfant. Donc, nous allons continuer aujourd'hui. Nous allons faire un petit rappel, comme on a dit, pour ça qui n'est pas changé, puisque nous allons parler de cerveau, de neurones, de mémoire, peut-être des fois, et puis aussi pour ça qui n'est pas là. Et aussi pour renforcer, là, nous dire aussi, puisqu'il faut qu'il y ait en forme de répétition. Et puis, comme l'examen qui a venu, des petites périodes là, ça nous a profité aussi des petits conseils. C'est maman là qui a affronté des épreuves de fin d'année que nous avons encouragé vivement. Eh bien, je dis, c'est nous qui l'examen comme d'habitude, parce que nous avons un timing pour Tchébé. Alors, Josiane qui a lancé le débat. Alors, bonsoir à tous. Bonsoir à nous sur le plateau. Bonsoir à toutes les personnes et merci à tous ceux qui nous aident à continuer cette émission. Alors, je rencontre sur ma route des parents qui n'ont plus d'espoir, puisque l'éducation aujourd'hui est très difficile. Pas plus qu'hier. De mon temps, c'était aussi difficile. Les enfants n'ont pas changé, mais la société a évolué. Donc, ils se sont peut-être adaptés à cette évolution, bien ou mal, je n'en sais rien. En tout cas, j'ai retrouvé dans mes affaires un petit texte que j'avais lu il y a un certain temps. Et ce petit texte s'appelle « La petite espérance ». Ayez de l'espoir. L'espoir fait vivre. Alors, la petite espérance, c'est la petite lumière qui brille au fond de ton cœur et que nul au monde ne saurait éteindre. Si ton cœur est brisé, malheureux et perdu, si ta vie est triste, monotone, sans saveur, si l'angoisse parfois et souvent te saisit, la petite espérance est là, au fond de ton cœur, qui va te permettre de remonter la pente. Elle est le doux printemps qui surgit. Alors, on a dit le doux printemps, je pourrais dire le doux... Oui, le doux carême. Le doux carême. Mais en fait, j'interviens là. Je mettais un petit 2 secondes pour penser à M. Branglido, un ancien maire de Trinité, qui disait toujours « J'ai un printemps, 2 printemps, 3 printemps, 4 printemps ». Pour lui, c'était toujours des printemps. Au fil du temps, il ne parlait que de printemps. Alors, elle est le doux printemps qui surgit après l'hiver. Alors, je dis toujours après l'hiver, après tous ces moments difficiles. Elle est ta bonne étoile. Elle est ta bonne étoile qui scintille dans le ciel. Elle est le souffle du vent qui chasse les nuages. Si tu crois sans force, sans idée, sans espoir, tout au fond d'une impasse, dans le noir d'un tunnel, si tu n'as plus le goût à rien, ni même celui de vivre, la petite espérance est encore là, au fond de ton cœur, qui te donne du courage quand tout semble fini. Rien n'est jamais fini. La lumière est encore là. Au fait, je dis toujours, la lumière nous devance, nous la suivons. Les ténèbres sont derrière. On les laisse derrière et on continue sa route. Qui te donne du courage quand tout semble tout fini. Elle est la goutte d'eau pure qui jaillit de la source. Le jeune bourgeon qui permet à l'arbre de reverdir. La clarté du jour là-bas, au bout de la nuit. La clarté du jour là-bas, au bout de la nuit. Merci d'être toujours là, ma petite espérance, tout au fond de mon cœur. Ma merveilleuse lampe magique où je puise tous mes rêves. Toi qui ne connais pas le mot fait. C'est ce que je voulais dire
que je voulais redire aujourd'hui. Très bien. Paola dit bien dit. La petite espérance. Nous allons faire peut-être de ça un grand mot. La petite espérance, nous allons faire un grand développement. Karine, alors, Karine, à toi de nous remémorer le débat de la semaine dernière. Eh bien, bel bonjour tout le monde, bel bon souhait. Eh bien, moins content oiseau, je dis. Et nous allons faire un petit rappel du sujet de la semaine dernière. Effectivement, pour rebondir sur ce que Claude présentait tout à l'heure, nous avons vu la semaine dernière comment développer un cerveau sain chez l'enfant. Donc nous avons vu que effectivement le cerveau de l'enfant est un organe en construction permanente et qu'au-delà de la génétique, son développement dépend également des habitudes de vie, du quotidien et des relations humaines qu'on peut avoir autour de soi. Nous avons vu aussi que le cerveau a une protéine, le BDNF, qui est comme l'engrais du cerveau. Et ce BDNF, on doit justement faire attention par rapport aux habitudes que l'on a. Il y a certaines habitudes qui stimule et qui accélère et qui permet à cette protéine d'agir sur notre cerveau dans le bon sens. Donc, par exemple, on a parlé la semaine dernière de l'activité physique. Nous avons parlé aussi de l'intérêt d'avoir un bon sommeil, un sommeil réparateur, d'avoir suffisamment d'heures pour bien dormir, parce qu'on sait que pendant le sommeil, justement, il y a la construction... le cerveau se développe et puis que c'est aussi à ce moment que les apprentissages se déroulent s'intègrent du coup dans le cerveau, s'assimilent. Nous avons aussi vu la semaine dernière que l'alimentation aussi favorisait le développement sain du cerveau. Donc en fonction de ce que nous mangeons, ce que nous consommons, ça privilégie la protéine ou sinon ça la ralentit. Donc tout dépend de ce que l'on consomme. Donc l'importance d'avoir une alimentation de qualité. On avait vu le poisson, les légumes, voilà, tous ces aliments. Nous avons vu aussi la semaine dernière, que je me souvienne, le mouvement. Donc on a dit que c'est le carburant du cerveau, donc les activités physiques. Et aussi les interactions humaines, donc l'importance du contact, des relations, tout ce qui est relationnel. Donc ça aussi, la qualité relationnelle et le lien entre parents et enfants et aussi à l'extérieur. Donc tous ces éléments ont des bénéfices sur le développement du cerveau. Donc nous allons continuer et nous allons continuer sur le jeu. Alors on va parler du jeu essentiel, pas accessoire. Alors le jeu n'est pas du temps perdu. Je vais expliquer pourquoi. C'est le principal outil de développement du cerveau. Il entraîne simultanément créativité, résolution de problèmes et compétences sociales. Parce que ça change en ce moment, où les parents nous disaient « Allez prendre les poulets, rien qui jouera à jouer ». À l'époque, on créait, on jouait, on grimpait aux arbres, on fabriquait nos jeux, on découvrait des choses, on jouait beaucoup. Le corps était en mouvement et le corps même créait à mon époque. Et puis, donc, le jeu, parce que quand nous observons petit maman, regardez comment il y a joué. Il est tout petit, il a joué, il a cherché tout. Il a prendre bâton balai, il a créé un bagage et puis tout ça il y a autour de lui et puis il a fait tous ces éléments parler. Il y a un seul comment dire ça, dialogue et puis balai et puis saut et puis ces bouteilles, enfin il a créé. Donc le jeu, ce n'est pas du temps perdu. Oui. Alors que cet moment elle a ni un temps pour jouer et puis tout ça jouer et puis nous, et puis papa, et puis maman, et puis ça fait nous dire bien aussi, donc ça détendre nous. Même on a ça détendre nous, mais nous aussi nous qui détendus. Alors nous ni
toutes sortes de types de jeux utiles. Jeux symboliques, faire semblant. Par contre, les jeux symboliques, ils ont fait ça. Faire semblant, déplacer. Imiter. Ouais. Imiter. Une imitation. Oui, ils ont même fait ça. Bon, permettez-vous de faire ça. Jeux de construction, ça on ne peut pas dire rien de jeux de construction parce que nous, c'est la société de l'ego et de tout ça, autres. Oui, tous les caplas, les planches, les petites planches, là, les enfants aiment beaucoup ça, empiler. Et ça leur développe tout ce qui est cognitif et logique. Oui. Donc, vous savez, avant qu'un enfant entre à l'école, toutes ces bases sont essentielles, en fait, tous ces jeux de construction, parce que c'est les prémices des apprentissages scolaires. Et ça, on a tendance à oublier ça. Mais l'enfant... Il est important que l'enfant passe par ces phases-là pour intégrer justement tout ce qui est apprentissage scolaire. Les apprentissages. Parce qu'effectivement, tout ce qui est jeu de construction, c'est les prémices des mathématiques, en fait, des calculs, de la logique. De la lecture. Et du vocabulaire aussi, du développement du vocabulaire, du langage. Donc, tous ces jeux-là que, Josiane, tu vas continuer à nous dire, à nous partager, tout ça, c'est parce que parfois, on n'en prend pas la mesure. Parce qu'on est souvent sur il faut que tu apprennes tes couleurs, il faut que tu apprennes ceci, il faut que tu apprennes les lettres, il faut que tu apprennes les chiffres. Mais le fait de jouer à tous ces jeux-là sont des prémices, ça aide, ça soutient les apprentissages qui arrivent après. Parce que parfois, on est trop pressé à vouloir apprendre à l'enfant les couleurs. Mais par le jeu, l'enfant apprend. Il apprend beaucoup. Donc, il faut vraiment mesurer l'importance du jeu dans la vie de l'enfant. Un enfant qui ne joue pas, c'est un enfant malheureux. C'est un enfant qui ne grandit pas bien, qui n'est pas épanoui. Le jeu, c'est la base de l'enfant. C'est son travail, en fait. Comme nous, on a un travail, le jeu, l'enfant doit prendre aussi du plaisir aussi dans le jeu. Ça, c'est important de le dire. Plaisir. Parce que si l'enfant est contraint dans le jeu, ce n'est plus un jeu. L'enfant doit ressentir... Oui, non, mais c'est important de le dire. Oui, c'est pas un jeu. Donc, le jeu doit... Il y a vraiment... Ce qui est important derrière le jeu, c'est la notion de plaisir, d'être bien, de se sentir détendu. Donc, je vais te laisser continuer, Josiane. Non, ça va, ça, c'est bien. Et ça permet... tu parles, vas-y. Vous allez me permettre de placer mon mot préféré, mon mot paradoxe. Non, je n'ai pas dit ça. Le jeu, c'est un bail sérieux. Oui, c'est sérieux pour l'enfant. J'ai pas j'ai. Oui, c'est sérieux. Donc, c'est sérieux. Donc, il faut sérieux au sens que c'est éducatif, c'est édifiant. Oui, donc, c'est un bail qui est fondamental. Et ça permet à l'enfant de se construire. Tout à fait. C'est très important dans la construction de l'imaginaire et de... Tu as déjà dit, du langage, de tout ce que tu veux, la motricité fine, déjà. Pour l'écriture. Qui va vers l'écriture. Et ça lui permet de structurer l'espace et le temps. Oui. Parce qu'il va utiliser un espace restreint au début, il est là tout penaud, et puis au fur et à mesure, il va élargir cet espace. Il va occuper l'espace. Ça, c'est très important. Et je dirais même, ça permet à l'enfant aussi de maîtriser, ça je le dis parce que, de maîtriser certaines situations qu'il vit au quotidien et qui sont difficiles à vivre. À travers le jeu, l'enfant est maître de son jeu. C'est-à-dire qu'une situation, par exemple, qu'il a du mal à supporter au quotidien ou à comprendre, le fait de le rejouer avec des poupées, avec des voitures. Oui, parce que je vais relancer le débat sur les poupées. Oui. Donc, le fait de rejouer des situations, ça l'aide à mieux maîtriser les situations, à mieux les vivre et surtout à apprendre à gérer ses émotions. Ça, c'est important. Voilà. Donc, vraiment, on insiste sur l'essentiel du jeu. Alors, le débat sur les poupées, c'est... Alors, le débat... Voilà. Alors, le débat débat sur les poupées, c'est une fausse idée de penser que parce que votre garçon joue à la poupée, qu'il va être efféminé ou il va avoir des tendances féminines. Non, pas du tout.
On peut très bien, un enfant qui joue à la poupée, ça ne veut pas dire ça. C'est un enfant qui est dans l'imitation, qui va imiter sa maman qui lui donne à manger, par exemple, ou il va imiter sa maman qu'il voit en train de donner à manger au bébé, par exemple, au petit frère ou à la petite sœur. Enfin, pour lui, c'est pareil, ça lui permet de mieux vivre une situation. Imaginons que la maman a eu un petit frère ou une petite sœur. Vous savez qu'il y a des périodes où les enfants, ils peuvent être jaloux, ça peut arriver. Le fait de pouvoir jouer cette situation pendant le jeu, ça l'aide justement à canaliser ses émotions et accepter cette situation. Donc non, un garçon qui joue à la poupée ne va pas forcément être efféminé ou avoir des tendances féminines. Ou une fille qui joue avec le camion. Ou une fille et vice-versa, une fille qui joue. Donc ne prêtez pas forcément un genre. C'est vrai que ça, c'était l'époque d'avant. On se disait que les poupées, c'est pour les filles et les voitures, c'est pour les garçons. Mais les enfants peuvent jouer à tous les jeux. C'est nous, les adultes, qui mettons des interprétations adultes face au jeu. Mais l'enfant, il n'a pas du tout cette notion-là. Lui, il joue et puis c'est tout. Il n'a pas un esprit derrière, une interprétation derrière adulte. Donc, ne vous fiez pas. C'est pas parce que vous allez donner une poupée ou que votre enfant, votre garçon va jouer à la poupée ou que votre fille va jouer aux voitures que tout de suite, ça va changer quoi que ce soit dans ses représentations. Pas du tout. Et c'est comme les couleurs. Voilà. Le rose pour les filles, le bleu pour les garçons. Oui. Les garçons. Voilà, exactement. Bon, alors, nous avons les puzzles et jeux de logique. Les puzzles, c'est extraordinaire parce que les puzzles permettent aux enfants de se construire. Eh bien, toujours pareil, la logique, la compréhension. Et puis la compréhension. La mémoire. La mémoire. Parce qu'il faut trouver comment agencer les morceaux. L'acuité visuelle. Et puis la motricité aussi. Et puis la motricité. Et puis comme tu dis, l'acuité visuelle, il faudrait bien garder, la réflexion. Parce que tu as des puzzles, tu ne les mets pas n'importe comment. Tu réfléchis. La forme se ressemble, mais l'image n'est pas la bonne. Voilà. Ou l'inverse. Voilà. Ah oui, et je voulais juste insister aussi sur la répétition. Vous avez des enfants qui vont jouer comment vous expliquer ? Parfois, on a tendance à donner la solution tout de suite à un enfant face à un jeu auquel il joue. Et c'est pas l'aider. C'est pas l'aider parce que l'enfant, parfois, par exemple, un puzzle. Au début, l'enfant, il va pas forcément savoir le faire. Bien sûr que si on sent qu'il y a une frustration, on peut être à côté de lui, l'aider, l'encourager. Mais faire à sa place, ce n'est pas forcément l'aider parce que peut-être qu'aujourd'hui, il n'y arrive pas, mais demain, il va réessayer, il va essayer à nouveau et il va répéter les gestes. Et à force de répéter, d'observer, de regarder, au bout d'un moment, il arrivera à le faire. Donc, c'est important aussi de respecter ce cheminement de répétition. Hein. Pas que l'enfant se sente en difficulté, bien sûr, vous pouvez être à côté de lui pour l'encourager et tout ça, mais d'essayer de ne pas trop lui montrer comment faire pour que de lui-même, il ait cette réflexion, cette recherche. Et comme je dis, respectons aussi son cheminement. Aujourd'hui, peut-être qu'il n'y arrive pas, mais peut-être que demain, il va réessayer et il va y arriver, ou il va peut-être arriver pour une pièce et peut-être pas pour les autres. Enfin, c'est un cheminement, au fur et à mesure, il arrivera. Et c'est pas parce qu'il n'y arrive pas qu'il est plus mauvais qu'un autre, ou c'est parce que c'est son temps d'assimilation. C'est comme nous. C'est comme nous, de toute façon, quand on essaye de nouveaux jeux ou de nouvelles choses, il y a bien un temps d'assimilation. Mais bien sûr, il y a on a un temps d'expérimentation, d'essai, pour pouvoir comprendre ce qu'on veut chercher à comprendre. Il faut lui donner des indices. Il faut pas lui donner des indices, des petites pistes de réflexion pour l'aider, mais pas faire à sa place. Donc, c'est vraiment l'accompagner. L'accompagner de manière subtile, quoi. Ouais, tout à fait. Il a l'impression que c'est lui qui trouve... il faut que ce soit lui qui trouve la solution. Oui, tout à fait. Donc, faire ça en douceur. Oui. C'est pas là qu'il faut mettre ça, mais ça va là. Comment on peut la comprendre? C'est là pour... Non. Oui. Non, je le dis, puisque je l'ai vécu. Oui, et... autant le dire aux parents. Oui, mais je vais aussi... Bon, je vais rebondir encore sur autre chose, parce que c'est vrai que ça arrive aussi. Par exemple, vous avez des jeux qui ont une règle. Par exemple, des pions de couleur, par exemple.
Et comment dire? Normalement, le jeu, la logique du jeu, c'est par exemple, je sais pas moi, de mettre telle couleur avec comme ça. Mais l'enfant peut, par exemple, faire un autre tri, un autre type de tri. Par exemple, on peut dire, ah non, mais ça va pas avec ça ou ça. Mais nous devons prendre le temps d'observer l'enfant, en fait. Comment il joue le jeu. Peut-être que l'enfant ne joue pas le jeu, entre guillemets, comme il faut, mais il a peut-être sa propre logique. Stratégie. Et qui n'est pas forcément mauvaise. Voilà. Donc, avant de dire à l'enfant, mais c'est pas comme ci, c'est pas comme ça, observons comment il utilise le jeu et voyons ce qu'il en fait. Parce que peut-être qu'il aura une autre logique, mais qui est pas mal aussi, mais qui est peut-être pas dans la règle du jeu, mais qui a une logique quand même. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, avant de dire à l'enfant, mais non, mais c'est pas comme si, c'est là. Observez comment il joue au jeu, comment il fait avec le jeu, et après, laissez-le faire. Et peut-être qu'aujourd'hui, il va jouer comme ça, et peut-être que demain ou un autre jour, il jouera à la vraie règle. Ou encore autre chose. Oh ouais, ou autre chose. Et vous avez aussi des enfants qui détournent aussi le jeu, encore une fois, le jeu dans sa fonction initiale. C'est-à-dire qu'au lieu de, je sais pas, un jeu qui sert qui sert à une fonction, l'enfant va l'utiliser pour une autre fonction. Tant que c'est pas dangereux, laissez l'enfant faire, parce qu'il est en train de faire tourner son imaginaire, en fait. Et c'est important de le laisser faire tant que c'est pas dangereux. Parce que parfois, on dit « Ah, mais non, mais c'est pas comme ça qu'il faut utiliser, c'est pas comme si... » Non, il est dans son jeu, laissez-le faire tant que c'est pas dangereux et tant qu'il reste dans sa créativité. Laissons-le jouer parce que ça le pousse à imaginer, à créer. Et le fait de le freiner, ça peut le bloquer. Et au fur et à mesure, et Karine, oui. Il peut, quelquefois il y a des règles. Oui. Au fur et à mesure, nous allons l'amener à entrer dans les règles. Tout à fait. Hein? Ou à lire avec lui, etc. Alors, nous avons aussi, on arrive aux jeux de société, qui sont des jeux de règles, d'attente, de stratégie. Ça, c'est bien. Ça, c'est important. Les jeux de société, dès le plus jeune âge, vous pouvez jouer aux jeux de société avec les enfants. Il y a beaucoup de jeux de société qui sont très bien faits. Et ce qui est bien avec les jeux de société, ce qui est intéressant, c'est apprendre à l'enfant à gérer la frustration. C'est-à-dire lorsqu'il va perdre. Il y a des enfants qui ont beaucoup de mal avec le fait de perdre une partie. Oui, de perdre. Qui peuvent se mettre à pleurer, qui ont beaucoup, beaucoup de mal. Donc, vous devez accompagner l'enfant dans cette gestion-là. Et pas l'accompagner en disant « t'as perdu ». Non, parce que ça peut arriver. Pas en se moquant. Oui, pas en se moquant, parce que vous allez intensifier son mal, parce que c'est un mal sérieux. L'enfant, il a du mal. Des fois, ça lui prend au tripes, le fait de perdre. Ouais, c'est une blessure. Hein? Oui. Et des fois, il refuse de jouer. Oui, des fois, il peut refuser de jouer. Il pleure et puis il refuse de jouer. Il faut que vous trouviez un équilibre. C'est-à-dire, en même temps, ne pas vous moquer de lui parce que c'est sérieux pour lui, il le prend très, très à cœur. Et en même temps, essayez, au fur et à mesure qu'il va intégrer, qu'il peut perdre, de ne pas le laisser gagner parce que ce n'est pas lui rendre service. Sans vous moquer de lui, bien sûr. Vous ne le laissez pas gagner parce que ce n'est pas lui rendre service. Parce que la société est faite comme ça. Il y a un moment où on ne gagne pas toujours. On ne gagne pas à tous les coups. Donc, c'est lui apprendre aussi, au fur et à mesure, à gérer ses frustrations et accepter que parfois on perd, parfois c'est comme ça, on perd. Mais ça, vous l'accompagnez, vous le guidez, et au fur et à mesure qu'il grandit, quand il est petit, plus l'enfant est jeune, et plus ça sera difficile pour lui, et plus il va grandir, et puis il va intégrer, il va apprendre. Donc c'est pour ça, c'est ça l'intérêt aussi des jeux de société, c'est apprendre à gérer la frustration. Oui, et puis... à gérer le temps, la stratégie. Le temps, la stratégie, les règles. Les règles, puisque dans cette société, il y a des règles à respecter. Donc, le fait de respecter les règles du jeu de société, c'est des prémices aux règles sociétales. De la vie. De la vie. Oui. Et puis, les activités artistiques libres. On est toujours là en train de dire, c'est pas comme ça qu'il faut faire le trait. C'est pas par là. Non. Et l'enfant doit pouvoir se libérer. Il se libère. Et puis, à vous, au fur et à mesure,
vous pouvez l'amener à réaliser une œuvre. Mais ça vient après qu'il se soit, lui, libéré de ses émotions de tout. Et puis, n'interprétez pas les œuvres des enfants. N'interprétez pas ça. C'est un chef-d'œuvre, point. Oui, c'est son chef-d'œuvre. Laissez-le parler, s'il en a envie dans un premier temps. S'il n'en a pas envie, ne le forcez pas. Oui, il n'a pas envie, quittez tranquille. Oui, parce que parfois on donne notre avis là sur l'œuvre de l'enfant et ça peut le blesser. Oui. Donc, ce qui est intéressant, parce que ça c'est une stratégie que j'applique avec les enfants, c'est que quand l'enfant vient vous montrer son dessin ou son œuvre et vous demandez est-ce que c'est joli, vous demandez-lui qu'est-ce qu'il en pense, lui. Voilà. Qu'est-ce qu'il pense de son œuvre? Et toi, qu'est-ce que tu en penses de ton œuvre? Ah, ben moi j'aime bien. Et je dis, ben c'est l'essentiel. Et après, vous pouvez dire, ah ben moi aussi j'apprécie, mais c'est important qu'il amène à lui sa réflexion à lui, qu'il ne soit pas en attente forcément du regard de l'autre. Et qu'il s'auto-évalue. Toi, qu'est-ce que tu en penses de ton dessin? Et puis faites-le, vous pouvez aussi lui faire parler. Bon, peut-être qu'il ne sait pas ce qu'il a, il peut ne pas savoir aussi ce qu'il a dessiné. Comme dit Josiane, ça peut être son imagination. Mais vous pouvez lui demander, ben, qu'est-ce que tu as voulu dessiner? Qu'est-ce que tu as voulu représenter? Et accepter qu'ils ne veulent pas interpréter non plus. Oui, parce que des fois, ne sachent pas. Ou qu'ils ne sachent pas. Non, moi, je préfère dire qu'il n'a pas envie. Qu'il n'a pas envie. Oui. Je préfère, je préfère dire ça. Parce que quand tu as l'enfant à dessiner ses affaires, il sait bien ce qu'il a dessiné. Oui, et puis comme tu dis, c'est lâcher prise. L'enfant, il est là, il fait son œuvre, il n'a pas besoin de s'exprimer. Voilà. Et nous-mêmes aussi, on peut le laisser en silence, faire ses petites affaires, et puis no comment, comme on dit, on ne dit rien. Et surtout quand il est tout petit. Oui. Et le gribouillage. Oui. Laissez-le tranquille. Parce que vous allez remarquer qu'il va utiliser, je ne sais pas, l'espace. Et puis au fur et à mesure, il va se limiter. L'espace va se limiter. À la feuille, il va déborder. Et puis au fur et à mesure, ça va se limiter à la feuille. Et puis s'il a envie, il peut même chanter. Il peut même réciter. Enfin, et quand l'enfant se sent bien, ça fonctionne. Tout à fait. Le cœur fonctionne. Et le cerveau fonctionne. Et se développe. Le cerveau. Ben oui, si ton cœur ne fonctionne pas. C'est ça. Enfin, oui. Je veux faire un aller-retour. Le cerveau fonctionne. Mais ton cœur fonctionne. Ça fait un aller-retour. Cerveau, cœur, cœur, cerveau, etc. Et ça facilite aussi la construction de l'être. Alors, on fait une petite... on continue. Un petit truc, un petit résumé des fonctions développées dans ce type de jeu. Attention et inhibition, fonction exécutive. Planification et mémoire de travail. Créativité et pensée divergente. Empathie et gestion des conflits. Ah, c'est jeu de société. Oui. Oui. Persévérance et tolérance à l'échec. Parce que vous avez des enfants, parce qu'ils n'ont pas réussi, ils pleurent. Oui. Ils pleurent. Ou bien, à un moment donné, ils n'ont plus envie de laisser de traces, parce que je ne saurais pas faire. Il n'a pas essayé. Je ne saurais pas faire. Ou l'enfant vous dit carrément, j'ai peur de faire. D'où l'importance de la qualité de l'accompagnement de l'adulte auprès de l'enfant. J'ai peur de faire. Et je dis toujours ça. J'ai eu des enfants qui ne savaient pas utiliser les mains. Oui. Parce qu'ils avaient tellement peur, peur de mal faire, qu'ils n'essayaient de rien faire. Alors, parents, faites très attention à ça. Parce qu'il y a une chose que vous n'aimez pas m'entendre dire, il a touché, le toucher, c'est l'allié du cerveau. Parce qu'il a touché à ça, parce qu'il a touché à ça, on aime. Peut-être que je l'ai fait aussi, moi. Je ne suis pas... Protégez cet île en mer. Et puis, dis gentiment, ne touche pas, chérie. Non. Ne touche pas. Non. Ne casse pas.
Ne casse. Il peut toucher, pas obligé de casser. Non, mais ça dépend. Il peut toucher, eh bien, range-le, Oui. on va bien travailler en même temps. Oui, oui, mais des fois, il peut aller dans le service, là, il peut venir, il peut mettre ça, il peut mettre ça, il peut mettre... Ce sont des enfants. Ce sont des enfants. C'est leur toucher. Oui, c'est ça. S'il n'est pas meilleur, il ne peut pas découvrir rien, il ne peut pas développer rien. Mais nous là pour gérer, justement, Canaliser. de la même manière, nous apprendre à gérer les conflits à nous et puis nous pour apprendre à gérer nos mains. C'est pas, on ne peut pas toucher toute bagaille, mais ça vient tout doucement, tout gentiment. Ça vient. Et pas par la brutalité. Bon, alors, je termine en disant, et alors, ils ont terminé ici quelque chose. L'ennui constructif. Alors, des fois, le gars dit, je ne veux pas qu'il s'ennuie. L'ennui fait partie de la construction de l'être. Hein. Ou pas toujours y en pour faire. À un moment donné, et bien, on ennuie, on peut arrêter là, on peut réfléchir, on peut chercher dans tête tout, on peut observer, ou comme on ennuie, on peut regarder des rois, on peut regarder en dedans, on peut faire un bagage qui. Laisser l'enfant sans activité imposée. C'est ce que nous avons dit tout à l'heure. C'est précieux. Il était là, s'y habitué. Là, on a cherché, il y a dans la chambre ou bien là où il a dessiné ou bien il a écrit en bail. À partir du moment, et ils savent qu'il ne faut pas quand même ça à la maison, hein, quand même. Hein. Et puis la peinture, et puis tout ça. Mais ça, c'est en douceur. Mettez comme un douce. Alors, il oblige le cerveau à créer. C'est ça qu'on parlait de l'ennui. Oui. Ne pas s'ennuyer, ben, il faut que... Comme le cerveau ne peut pas s'arrêter, le cerveau ne peut pas arrêter, donc il est obligé d'occuper quoi. Il cache chambaille pour faire. Et s'autoréguler. Bon. Ne pas remplir chaque instant est un acte éducatif. Et je travaille pour faire. Ou à 6 heures, on va faire. Et je travaille pour faire. Et si pas me faire. Il faut pas toute la vie à 6 heures pas faire. Mais un petit moment, il peut à 6 heures et puis il va arriver. Mais oui, dans la lune. Il est dans la lune. Hein? Oui, ça ne fait pas une déconstruction quand même. Puisque nous-mêmes adultes, est-ce que nous tous. Alors, si nous comme ça, et ça grave, non? On lui dit travailler toute l'heure, sans arrêt? Oui, la preuve on est. Je pense que Souka aller dans des familles. Et c'est mon n'a pas qu'à 6 pièces. Il ne pas poser. Pièces, il faut que tu fasses bagaille. C'est fatigant. Ça doit être fatigant, c'est quand tu as des parents qui bougent sans arrêt. Hyperactifs. Des parents hyperactifs. Voilà, il n'y a pas qu'à arrêter si on n'a pas un bagage pour faire. Mais non, parents. À un moment donné, quand on ces petits mamans, ça ne veut pas dire qu'on nuit. Mais vous pouvez dire, maman là, mais laisse maman rêver un petit peu. Laisse maman rêver. Oui. Laisse maman tranquille un petit peu. Maman a envie de rêver. Maman a envie de ne rien faire. Oui, mais c'est bien ce que tu dis parce que c'est un exemple pour l'enfant. Oui. Parce que parfois, on voudrait que l'enfant soit plus calme, mais si nous-mêmes adultes, on est tout le temps en mouvement, ben, l'enfant, il est dans l'imitation, il fait la même chose. Il est tout le temps en mouvement. Ouais. C'est bien que, regarde, et ça m'a dit ça, ça pas rien peut-être à voir dans ça. On a la route là. On a arrêté flap par un feu rouge. Puis son panier doit brûler le feu rouge là. Poum, 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 poum. Il n'y a pas même ni temps, que c'était un feu rouge qui était là. Ou arrêter mon Dieu. Mais non, calmez-vous, non. Je m'apprécie. Du calme. Pas de transport, je m'apprécie. Du calme. Eh bien, pas embêter cette terme nous aussi pas calme, puisque nous-mêmes nous pas calmes. Du calme. Apprendre ça, parents, moi-même aussi. Voilà. Et puis ses parents aussi, enfin ses parents, c'est mon nom, c'est monsieur, c'est madame là. Les hyperactifs, il n'y a pas à disposition maison, il n'y a pas à disposition l'auto,
Quoi, nettoyer, c'est bien beau, il faut nettoyer, mais c'est une maison et puis le toit qui est à disposition. Il ne faut pas nous inverser le rôle, sinon on va bien un esclave. Oui. C'est vrai. Oui. Quoi venir, quoi venir un esclave de la maison, Oui. un esclave de la vie, quoi. Oui. On va dire un petit moment de liberté, un petit moment de répit. Il faut que nous intégrions ça aussi en disant, fonctionnement nous, avoir des petits moments de répit. Et puis vous fatiguez, oui. Ah mais oui, on est Parce que les nerfs, à un moment donné, et les nerfs qui cédé, oui. Mais oui. Ou qu'à trembler, on ne peut pas arrêter debout. Parce que ou pas prendre temps de calmer. C'est pas Quelle nous- que soit la vie, c'est même pas si nous. on a dit, moi, la vie arrête, la vie arrête. La vie a toujours arrêté des parents. Il va échanger. Regardez l'âge, on va toujours connaître lui. C'est pas nous qui possédons les choses, ce sont les choses qui nous possèdent. Mais c'est très bien. Exact. Non. Mais c'est très bien ça. Oui, c'est vrai. Oui, c'est pas la peine. Ça ne nous sert à rien. Et puis nous, maladie, c'est ci, maladie, c'est là, maladie, patati, maladie, patata. Nous, qu'à trembler. Nous passons quel côté pour mettre quoi nous. Mais non, parents. Voilà, donc... Calmez, Donc, on va revenir nous. sur- Donc on est arrivé à Alors, l'ennui. On est sur l'ennui. De temps en Les temps, il faut écrans. nous poser comme nous ennuyer comme nous aller sur la Lune, nous voyager dans l'espace. Oui, hein, et puis actuellement, nous descendons la avec les deux Terre. pieds sur Terre, hein, quand même. Oui, actuellement, nous on est la Terre. Alors, les écrans. Mais quand quitter les écrans. Pour moi, belle partie, les Les écrans. écrans. Ah oui, les écrans, Alors, il faut trouver un équilibre par rapport aux écrans. On ne va pas bannir les écrans complètement, mais en fonction de l'âge de l'enfant, vous devez réguler, vous devez accompagner l'enfant face aux écrans. Bien entendu, les écrans, quand je parle des écrans, il y a la télé et il y a le téléphone portable. Donc, c'est sûr, pas d'écran avant 3 ans. Quand je dis pas d'écran, Les 3. aucun écran avant 3 ans. Il y a 3P. Hein, avant 3 ans, aucun écran. Ensuite, surtout pas le téléphone portable. On va reparler de ça parce que j'observe autour de moi des parents qui donnent le téléphone. Quand ils font les courses, l'enfant est dans le caddie avec le téléphone. Quand ils sont dans la voiture. chez le médecin, quand ils sont dans la voiture, l'enfant avec le téléphone. Ne donnez pas le téléphone à vos enfants, messieurs, mesdames, franchement. Vous êtes en train de ramollir le cerveau de l'enfant. Vous ne stimulez pas du tout son langage. Vous ne stimulez rien du tout. À part l'énerver et le mettre passif devant un écran, vous apportez rien du tout à votre enfant. Et je pense, enfin, j'imagine que certains parents le font de peur que l'enfant fasse des bêtises, fasse des crises ou n'écoute pas, ou s'ennuie, justement. Et ils se disent, bon, on va lui donner ça, comme ça va l'occuper. Enlevez ça, enlevez les écrans. Vos enfants n'ont pas besoin d'écran. Quand vous faites des courses, laissez votre enfant observer ce qu'il y a autour de lui, les fruits, les légumes, etc. Si l'enfant est dans le caddie, parlez avec lui, mais ne lui donnez pas d'écran. Ça n'a aucun intérêt, je vous assure. Ça n'a aucun intérêt. Les personnes qui ont créé le téléphone portable, je vous assure qu'ils ne donnent pas les écrans à leurs enfants. Hein. Donc vraiment, arrêtez pour votre bien, pour le bien de vos enfants, ne donnez pas le téléphone portable à vos enfants, par pitié. Par pitié parce que vous les abîmez. Vous abîmez leur cerveau et ça n'a aucun intérêt pour lui. Donc au lieu de ça, vous partez avec un petit livre en carton, vous lui donnez une petite feuille avec un crayon et vous pouvez lui donner ça aussi même quand vous allez chez le médecin, une petite feuille avec un crayon, un livre, enfin ou un jeu qu'il aime bien, voilà. un petit jeu qu'il aime bien, des petits Lego, enfin trouvez-lui quelque chose, mais ne lui donnez pas, franchement ne lui donnez pas. Moi ça me fait mal au cœur quand je vois des enfants qui sont devant leurs écrans, ils sont dans leur caddie devant leurs écrans. Vous pensez que c'est rien pour vous, enfin il y a certains d'entre vous qui doivent penser que c'est rien, mais c'est beaucoup, je vous assure. On verra toute la différence entre un enfant qui aura un livre entre les mains et un enfant qui aura un portable entre les mains. Vous verrez la différence. Je vais vous dire quelle différence vous allez voir, c'est au niveau du comportement, au niveau de son développement des apprentissages, du langage. Un enfant qui a l'habitude d'être devant un livre va développer un langage extraordinaire, très rapidement, alors qu'un enfant qui est devant les écrans, devant la télé, tout le temps, il ne va rien développer du tout comme langage. Hein. Il est passif, il n'est pas acteur. Hein. L'enfant n'est pas acteur devant un écran. Hein.
Il est acteur quand il est devant son livre ou quand il interagit avec d'autres. Mais devant l'écran, il y a rien vraiment. Ne me dites pas, parce que certains vont me dire oui, mais il y a des jeux éducatifs. Non, c'est pas valable. Rien n'est valable. Le téléphone, ne donnez pas le téléphone à votre enfant. Et certains vont me dire ah oui, mais il pleure si je lui donne pas. Mais si l'enfant pleure, c'est parce qu'il a été habitué comme ça. C'est qu'on lui a donné à un moment donné et qu'il a été habitué comme ça. Donc si vous avez, alors rien n'est perdu. Hein. Si vous avez eu l'habitude de donner le téléphone à votre enfant et qu'à un moment donné, vous avez un cas de conscience et vous dites effectivement, il faut que j'arrête de lui donner le téléphone, eh bien, au fur et à mesure, vous l'enlevez et puis au début, il va pleurer et puis après, au fur et à mesure, si vous tenez bon, vous dites non, je ne lui donne pas, eh ben, il n'aura pas le choix que d'accepter. Mais c'est sûr qu'au début, il va pleurer, ça c'est sûr, puisqu'il a été habitué comme ça. Donc vraiment, je vous invite à ne pas donner le téléphone à votre enfant. En ce qui concerne la télé, oui, l'enfant peut regarder un petit dessin animé, ça c'est pas un problème. Mais pareil, l'enfant, ne laissez pas votre enfant, la télé c'est pas une nounou. Vous ne pouvez pas laisser l'enfant 3 heures, 4 heures devant une télé, devant un dessin animé, c'est pas possible. Observez le contenu aussi. Et observez le contenu. Qu'est-ce que l'enfant regarde? Mais bien sûr, qu'est-ce que l'enfant regarde? Quel contenu? Parce qu'effectivement, il y a des dessins animés qui ne sont pas adaptés en fonction de l'âge de l'enfant. Il y a des dessins animés qui sont violents. Il y a des dessins animés qui sont très rapides. Il y a des dessins animés au niveau du langage. Excusez-moi, c'est pas terrible. Donc voilà, vous vérifiez. Bon, après, il y a des dessins animés qui sont très bien faits, qui sont éducatifs. Donc oui, il n'y a pas de problème. Vous pouvez proposer ça. Mais pareil. Ne lâchez pas votre enfant devant une télé tout seul, soyez à côté de lui, posez-lui des questions, qu'est-ce qu'il a retenu par rapport au dessin animé qu'il a regardé. Il faut toujours interagir, toujours le laisser regarder, bien sûr, mais après vous interagissez avec lui, c'est-à-dire vous échangez avec lui, qu'est-ce que tu as retenu, parce que bien souvent, les bons dessins animés, il y a toujours une petite morale derrière, quelque chose. Donc c'est intéressant de pouvoir échanger avec l'enfant et de voir ce qu'il a compris. Mais donc, on ne va pas dire de bannir complètement les écrans, mais en fonction des âges, il y a une durée à respecter. Donc, je ne l'ai pas en tête, mais c'est sûr qu'avant 3 ans, ne donnez pas d'écran à votre enfant. Et même à 3 ans, soyez vigilants à ce que vous lui proposez. Faites très attention. Et plus l'enfant va grandir, et plus vous allez pouvoir augmenter, entre guillemets, le temps d'écran. Mais toujours de façon raisonnable et toujours de manière intelligente, toujours dans l'échange avec votre enfant. Je le dis parce qu'après, quand l'enfant grandit en préadolescence, etc., donc c'est pareil, surveillez, régulez, voyez ce que votre enfant, votre jeune regarde, soyez vigilants et ayez toujours un contrôle parental, c'est-à-dire pour que l'enfant ne tombe pas dans des pièges d'écran. Enfin bref, on ne va pas dire que les écrans, c'est pas bon, parce qu'il y a quand même une partie qui est très bien, il y a des thématiques éducatives, si on veut faire des recherches... Voilà. On ne serait pas ici tous les mercredis. Exactement. Donc non, on va pas dire que l'écran c'est faux, il n'en faut pas, mais il faut un accompagnement. Les enfants ont besoin d'être accompagnés face à l'écran. On ne peut pas laisser les enfants libre cours avec les écrans. Alors de mémoire, il y a 3 pas. C'est pas avant 3 ans, pas pendant les repas, pas pendant les repas, et puis aussi pas dans la chambre. Ah oui. Il y a ces 3 pas-là, ne pas faire, pas avant 3 ans. Pas pendant les repas, parce que c'est un moment d'échange, un moment social, il faut conserver. Et puis aussi pas dans la chambre, parce que pas dans la chambre, c'est pas de télé, pas de téléphone dans la chambre pour les jeunes, c'est ça, pas d'écran. Donc parce que ça empêche de dormir. La lumière bleue, parce qu'il y a l'effet biologique, il y a l'effet social, il y a l'effet addiction, mais il y a aussi l'effet biologique. La lumière bleue, empêche le sommeil d'arriver rapidement. C'est-à-dire il faut après une heure, il faut à peu près attendre 1 heure qu'on n'ait plus vu la télé ou les écrans pour qu'on puisse s'endormir. Donc l'effet biologique aussi. Exactement. Moi j'ai déjà observé des enfants que j'accompagnais qui dormaient devant la télé, des jeunes enfants, des enfants qui sont en crèche, donc des jeunes enfants. Et on voit tout de suite un enfant qui a la télé dans sa chambre. Bon, on a eu des confirmations. Donc, c'est un enfant qui s'endormait avec la télé et qui remplace une nounou, en fait. Donc, l'enfant dort avec la télé. Donc, c'est un enfant, quand vous le voyez arriver, il a des cernes jusque-là. Vous imaginez un petit qui n'a pas 3 ans, qui a des cernes déjà. Donc, il y a des cernes jusque-là. Et au niveau du comportement, c'est un enfant qui a des phases de fatigue et d'excitation.
Au niveau du Parce qu'il n'a pas comportement. dormi. Voilà. Il n'a pas dormi. C'est ça, en fait. L'enfant puis, il est reste éveillé, fatigué. il est fatigué. Le cerveau est fatigué. Donc, je vous assure que vraiment, soyez vraiment vigilants. La télé ne vous remplace pas. Ça ne remplace pas une personne humaine. C'est à vous d'accompagner, c'est à nous, parents, d'accompagner un enfant au sommeil. C'est pas à la télé d'accompagner l'enfant au sommeil. C'est à nous d'accompagner l'enfant, d'être avec lui, de l'accompagner en douceur. Bon, je ne vais pas répéter ce qu'on a dit la semaine dernière, mais en tout cas, en ce qui concerne les écrans, vraiment, parents, soyez vigilants. Et il n'est jamais trop tard pour bien faire, je vous assure. Si vous vous rendez compte que vous avez, failli dans l'utilisation de l'écran par rapport à vos enfants, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Vous pouvez reprendre les choses en main et modifier votre façon de faire. On est parents, donc on fait des erreurs. On fait des erreurs, on fait des choses des fois par facilité aussi. Hein, ça peut arriver, des fois on est fatigué, on se dit bon allez. Mais je vous assure que l'écran, c'est pas la solution. Mais quand on est fatigué, donnez-lui un crayon, une feuille de papier. Oui, c'est ça. Et puis, ça existe aussi pour la motricité fine. Déchirer les feuilles de... Oui. Justement, comme nous ne voulons pas comment nous appelons ça encore? Les trucs sociaux, là, le papier, quand on nous met dans les boîtes... Ah oui, La publicité. oui, les papiers. Voilà, les publicités, là. Oui. Au lieu de dire, ne mettez pas ça, quand vous avez des petits, ben, eux, ça peut déchirer. Et puis même regardez, hein, Et puis, les deux. aussi. Oui, alors je dis... Regardez, déchirer, Et regardez. déchirer, ça fait de la motricité, ça fait travailler les doigts. Et puis, comme tu dis, il y a exactement ces lectures. Oui, regarde le journal. Et voilà, il y a les journaux là. Parce que yo content, c'est coloré, il y a des jambons, des saucissons, tout ce que vous voulez, du beurre et tout ce que vous voulez. Alors, regarde maman, il y a voilà du beurre, il y a voilà ci, il y a voilà ça. Et puis, ça va nous permettre d'être en relation, ça développe le langage. Et ça va nous permettre d'être en relation avec nos enfants. Oui. Alors, je vais résumer. L'œuf déchiré, comme nous avons dit. L'œuf déchiré. Mais l'œuf déchiré, au cas apprendre, l'œuf fini déchiré, eh bien, il y a collage pour faire, puis qu'à représenter en sailé. Là, il faut que nous là, ça peut permettre nous de temps en temps d'y être puis nous pour travail. Enfin, pas pour travail, hein, pour être content, pour nous contents, pour nous joie. Ça vient, et puis, si nous pas là, il est déchiré, il faut qu'il apprenne justement. Tu as terminé, et bien tu vas mettre ça dans la poubelle. Il faut laisser propre là où tu étais. Il peut même prendre le balai, et puis vouloir balayer, prendre la balayette. Et puis... Oui, prendre un petit balayette, un petit bagage, et puis nettoyer. C'est toi qui m'as dit de déchirer. Hein? Nous avons trouvé comment on y a pour faire bien. Alors, je vais reprendre les risques des écrans. Donc, ce qu'on a dit, perturbation du sommeil, lumière bleue, réduction à l'attention soutenue, ralentissement du développement du langage, diminution du temps d'activité physique. Donc, effectivement, quand l'enfant est devant l'écran, il ne fait pas d'activité. Il est passif. Il est sédentaire. Exactement. Et c'est une problématique de l'obésité aussi. Hein. Oui. Mais parce qu'il y a le grignotage aussi. Il y a le grignotage, il n'y a pas d'activité physique. C'est quand même des jeunes portes ouvertes. Mais sédentaire dans toute bagarre, même dans le langage-là. Et puis, comment on n'est pas aller. Non, il n'est pas capable de parler, non, mais c'est vrai que la lecture oblige à conceptualiser ce qu'on lit, à imaginer, à comprendre le mot, imaginer la scène. Mais tandis que télé, imagine là direct, on va consommer, il n'est pas capable de développer effectivement l'imagination, et puis on peut développer une imagination qui est très limitée dans le temps. Anticiper peut-être ce qui va se faire dans 1 ou 2 minutes, ça va s'arrêter là. Mais là, on va lire un livre, c'est peut-être une anticipation de ce qui va se passer sur un temps plus long, sur une année, 2 années. En fonction de l'âge. En fonction de l'âge. Alors, les principes d'un usage sain, donc privilégier les contenus de qualité, donc ce qu'on disait, éviter les écrans passifs prolongés, donc quand ça dure trop longtemps, accompagner l'enfant lorsqu'il regarde, préserver des temps sans écran et pas d'écran 1 heure avant le coucher. Oui, parce que ce que je n'ai pas dit et
on va pas insister, mais il y a l'addiction. Il y a des enfants, ils sont déjà addicts aux écrans. C'est-à-dire, c'est comme une drogue. Et c'est pour ça que si vous décidez demain d'arrêter, l'enfant va pleurer parce que s'il a été habitué à regarder la télé, eh ben, effectivement, c'est comme une drogue, c'est addictif. Donc, soyons vigilants, chers parents. Comme je dis, ce n'est pas bannir les écrans complètement, c'est les réguler et accompagner l'enfant face aux écrans. C'est Oui, ça, comme pour tout. Il ne joue pas toute la journée. Tout à fait. Il ne lit pas toute la journée. Oui. Tout est programmé. Régulé. Voilà, et régulé, comme tu dis. Et puis, bon, dans les images, effectivement, on parle peut-être de violence, mais moi, je ne suis pas persuadé que les images sont plus violentes qu'anciennement. Mais il y avait un truc qui était, lorsqu'on regardait à l'époque... Tu ne sais pas si... Les images d'aujourd'hui sont plus violentes qu'avant. Ah non, pas forcément. Non, je ne pense pas, parce que pas du tout. C'était toujours, lorsqu'on était petit, il y avait une télé dans le quartier. Oui. On était peut-être une vingtaine à regarder la même télé, donc forcément, même s'il y avait une scène de violence, comme on était plusieurs à regarder, il y avait un commentaire, il y avait une évacuation, on pouvait relativiser ce qui se passait, parce que parmi dans l'Assemblée, les personnes qui étaient là à la télé, tout le monde n'a pas tenu le même point de vue. Donc, il y avait un échange qui se faisait. Aujourd'hui, ce même événement-là, si on le met à un enfant tout seul, il n'y a aucune personne pour justement relativiser la scène, pour commenter, pour parler, pour évacuer une peur, une crainte. Donc, ce moment-là a disparu. Donc, c'est pourquoi il ne faut pas laisser les enfants seuls devant la télé. Parce qu'avant, il y avait 20 cagas de télé, chaque monde tenait un point de vue, on laissait ça qui passait. Donc, il y avait, même si on était petit, il y avait quand même des commentaires qui permettaient d'évacuer ce qu'on avait vu. Mais aujourd'hui, si l'enfant est seul devant la télé, ce n'est pas possible. Donc, il aura vu quelque chose de violent, une scène qui l'aura marqué, il n'aura même pas la capacité de dire à quelqu'un que ça m'a interpellé. Donc, il faut être prudent. OK. Donc, on va à la thématique suivante. Oui, bon, le contenu, on habite les 3 P, il y a les 3 C, oui, le les contenu, 3 C, donc voilà. Le contexte et puis la compagnie, ce que je disais, la compagnie, donc il faut machin, et puis bon, la gestion du stress et des émotions, c'est la suite. Hein. C'est la suite. Alors, c'est la suite. Tu veux prendre le relais? N'importe, Vas-y, Josiane. Alors, bien-être intérieur. Le bien-être intérieur, comment gérer les émotions. Ça, c'est important. Qui m'en est, l'amour, qui a manifesté les violences là, soit violence dans les gestes, violence dans la parole, violence dans le regard, parce qu'il y a des regards très violents. Violence. Alors, on nous dit ici, un stress chronique intense peut altérer le développement cérébral, en particulier l'hippocampe, donc la mémoire, et le cortex préfrontal. Un environnement sécurisant protège le cerveau. Oui, c'est très bien que... Est-ce que je peux intervenir? C'est bien qu'on parle de ce sujet, parce que il est intéressant et important de savoir qu'un enfant qui vit dans un foyer, on en a parlé la semaine dernière, dans un foyer familial stable, avec de l'amour, de la sécurité, avec des rires aussi, de la joie, enfin, tout un bien-être pour lui, évoluera complètement différemment d'un autre enfant qui vit dans un environnement qui connaît la maltraitance, qui connaît la violence, qui connaît tout ce qui n'est pas bon pour lui. Un environnement où il y aura des cris, il y aura des insultes, qui sera dévalorisé, dénigré. Il faut savoir qu'il y a une hormone, je ne me rappelle plus quelle hormone, la cortisol. En fait, il y a une hormone qui se développe au niveau du cerveau, donc celle du bien-être. Donc quand l'enfant est entouré de paix, d'amour, de tout ce qui est bon pour lui, en fait. Là, il va développer cette hormone et ça va l'aider à grandir et à intégrer et développer tous ses apprentissages. Par contre, un environnement où l'enfant va grandir avec de la violence, de la maltraitance, avec des paroles dures, des paroles blessantes, rabaissantes, là, c'est une autre histoire. C'est un enfant qui va
pas rentrer facilement dans les apprentissages, qui sera perturbé, qui sera au niveau de son cerveau, il peut avoir, ça joue sur le développement aussi de son cerveau, sur ses acquisitions, et ça peut même avoir un impact sur les cellules de son cerveau en fait, tout ce qui est apprentissage cognitif. Enfin, vraiment, parfois nous nous étonnons que certains enfants n'arrivent pas à intégrer des apprentissages. Parce que vous avez certains enfants qui vivent des situations familiales dramatiques, difficiles, traumatisantes et qui n'arrivent pas à intégrer les apprentissages parce qu'ils sont dans un environnement familial instable, voire même dangereux ou maltraitant et impossible pour l'enfant d'intégrer des apprentissages. C'est pas possible. Ils sont préoccupés ailleurs. C'est pas possible. Au début, ça... Donc, c'est pour ça aussi que c'est important d'intégrer cette notion-là. Un enfant qui n'est pas bien dans sa tête, qui n'a pas un bien-être, une tranquillité, un apaisement, ne peut pas intégrer des apprentissages, ne peut pas apprendre. Ce n'est pas possible. Donc, c'est pour ça, avant de vouloir à tout prix que son enfant veuille compter, veuille connaître... préservez ce lien d'amour avec votre enfant. Ayez du temps avec lui, soyez avec lui, partagez des moments de joie. Vous savez, le rire, je ne sais plus quelle hormone, je ne sais plus. Il y a une hormone qui se développe avec le rire, la joie. Oui, j'ai oublié. Anti-stress, c'est anti-stress en tout cas. Cette hormone-là, elle est essentielle dans le développement sain du cerveau. Donc voilà, je tenais à faire cette parenthèse. Oui, mais c'est important parce que les enfants, on doit que cette mère-là peut extérioriser ce qui n'a pas aller, ce qui a fait mal. Oui. Parce que les anciens t'ont dit « m'en mal ». Ça veut dire... aujourd'hui, nous utilisons le grand mot, mais nous utilisons des mots simples. Mal. Ça veut dire que angoissé, pas qu'à sentir comme moi à l'aise, pas ni le bien-être en disant et malade. Donc, c'est ce que tu es en train de dire. Que nos enfants, alors donc, que les enfants ont droit à l'expression de leurs émotions, droit à la colère, droit à l'angoisse. Il faut que tu me mets là, nous sommes des humains, les enfants sont comme nous. Hein. C'est bien que tu dis ça parce qu'il y a beaucoup. Certains adultes, dès qu'un enfant est en colère ou boude, tout de suite, on va interpréter et dire, on ne veut pas que l'enfant, comme si c'est une provocation ou comme si l'enfant défie l'adulte. Mais vous ne pouvez pas mettre le comportement de l'enfant face à un adulte. Le cerveau de l'enfant est immature, il est en phase de développement. L'enfant est en apprentissage. Donc, déjà, nous, adultes, on a parfois du mal à gérer nos propres émotions. Alors, imaginez un enfant. L'enfant est en apprentissage. Il découvre. Il y a face à des situations, l'enfant peut avoir un comportement inadapté. Et ça, je pense que des fois, on l'oublie. Par exemple, on ne comprend pas pourquoi, par exemple, un enfant va crier ou va pleurer ou va se mettre en colère face à une situation qui, peut-être, n'a pas lieu d'être. Mais l'enfant, il ne sait pas. Il y a des situations, il y a même des enfants qui vont rire. Je vous dis, des fois, ça va même loin. Vous avez des enfants, par exemple, qui peuvent rire dans une situation, alors que ce n'est pas une situation risible, entre guillemets, mais parce qu'il ne sait pas encore à quel moment il faut rire, il faut pleurer, il faut crier ou il faut être en colère. Il ne connaît pas encore ces codes. En fait, ce sont des codes sociaux que l'enfant ne connaît pas. Et nous, parfois, si on ne connaît pas, on pourrait mal l'interpréter, se dire « Non, mais l'enfant, tu as un problème. » Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? On ne peut pas mettre l'esprit de l'enfant comme l'esprit de l'adulte. Un enfant, il a un cerveau qui est en phase de développement, il est immature. Donc, il ne sait pas. Et quand un enfant est en colère, face à une situation, des fois par exemple, vous lui avez dit non pour quelque chose. Je vous donne un exemple.
Par exemple, vous avez dit non et quelque chose que vous êtes en droit de dire non, hein, je ne remets pas en cause. Et l'enfant va s'énerver, enfin, il va faire une tête. Vous savez, il y a des parents, des fois, qui vont s'énerver parce que vous pouvez dire, tu as le droit d'être fâché, tu as le droit d'être en colère. Mais moi, en tout cas, je reste sur ma position. C'est ça que vous pouvez lui dire. Moi, je t'ai dit non pour ça, je t'ai dit non à ce moment-là, tu as le droit d'être en colère, tu as le droit de ne pas être content. Bon, bien sûr, si l'enfant va au-delà et qui ne respecte pas l'adulte, c'est-à-dire qu'il va aller plus loin au niveau de ses paroles, là, vous le stoppez. Mais vous ne pouvez pas empêcher l'enfant d'être en colère, parce que nous-mêmes, quand on a des frustrations, des fois, on n'est pas content. Mais on arrive à se gérer, nous sommes des adultes. Eh bien, l'enfant, il a le droit d'être en colère, mais vous restez sur votre position. Tu as le droit de ne pas être d'accord avec ce que je te dis, tu as le droit d'être en colère, mais ma décision, c'est comme ça. Je te dis non à ce moment-là, parce que c'est comme ça. Et vous lui expliquez pourquoi vous lui dites voilà, non. Vous lui expliquez. Voilà. Ou pas. Mais en tout cas, ne pas être plus fâché parce que l'enfant montre une colère. Donc voilà, c'est dans ce sens-là. On ne peut pas se mettre au même niveau que l'enfant. L'enfant est en apprentissage. Donc on ne peut pas se dire « Ah, il est en train de me provoquer, il est en train de me... » Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être pris comme ça aussi. Donc, il a le droit, mais il doit fâcher, mais il gagne un double travail pour être défâché. Voilà, c'est ça, exactement. Alors, justement, pour tout ça, respiration. Je dis ça depuis Mathusalem. Respiration pour permettre justement à l'enfant de contrôler. Nous aussi, nous allons respirer pour nous contrôler l'émotion, parce que nous ne sommes pas contents de faire ça. Oui. Et puis, nous passons à situation où elle est capable de respirer, il y a faute colère. Oui. Mais nous pouvons quitter, depuis pas qu'à casser, pas qu'à machin, il doit... En colère. En colère. Et nous avons dit, maintenant, tu es en colère, quand tu vas te calmer, on en reparlera. Bon. Alors, le cas dit, moi, ah ouais, mais nous ne pouvons pas faire autrement. Oui. Qui ça, on fait, tiens, maintenant, ok? Oui. Ok, tu es parce qu'il y a en colère? Mais il y a en colère. Il y a en colère. Il y a en colère, il connaît, il est en colère. On va boire avec de l'eau. Ou on peut dire simplement, va dans ta chambre. Oui, mais oui, va dans ta chambre. Tu es en colère. Quand tu seras calme, tu reviendras me voir. Pour boire de l'eau, pour être défâché. Je crois bien de l'eau, il est défâché pour boire de l'eau. Mais il y a plusieurs solutions. Effectivement, ce que tu disais, Josiane, il y a tout ce qui est respiration pour pouvoir justement apprendre. Donc ça, c'est pareil, c'est à vous de lui apprendre. Oui. Bon, déjà, comme nous, adultes, il faut déjà que nous soyons capables de le faire. Que nous apprenions aussi à respirer. Parce que c'est bien beau de dire à l'enfant de respirer, mais si nous-mêmes, on ne respire pas. Bon. Voilà. Donc, il y a ça, il y a aussi les exercices, il y a pas mal de... Bon, le sport, enfin, toutes les activités... de relaxation. Ouais. Les activités sportives, exercices physiques, ou même, vous pouvez acheter un punching ball où l'enfant peut taper dans les coussins pour évacuer sa colère, pour évacuer son stress. Donc voilà, il y a plusieurs astuces que vous pouvez lui proposer en fonction de son âge, en fonction de ce qu'il aime. Et puis, toujours alterner aussi. L'enfant doit avoir aussi des moments calmes et des moments où il y a des exercices physiques qui lui permettent aussi d'évacuer son stress. Vous savez, on a un peu de stress. Oui, il faut qu'on continue. Il nous reste 5 minutes pour terminer. Le stress se rapproche. On respire. On continue. Oui, voilà. Alors, la curiosité, l'apprentissage actif. Le cerveau n'apprend pas en regardant passivement. Il apprend en agissant, en se trompant et en recommençant. Encourager la curiosité naturelle nourrit la motivation à long terme. Nous avons dit ça tous les mercredis. Alors, pour que l'enfant apprenne, explorons librement sans peur de l'erreur. Apprendre que l'erreur fait partie. Poser des questions, chercher des réponses, manipuler, toucher, expérimenter. Nous avons dit ça. Avant droit à l'échec et à l'essai. Et puis, que les problèmes soient adaptés à l'enfant. Comme tu as dit, tu as expliqué ça. Donc, valoriser l'effort, pas seulement le résultat. Ça, c'est important. Encourager la persévérance,
montrer sa propre curiosité d'adulte, éviter de tout expliquer avant l'exploration. Nous avons dit ça tout à l'heure. Alors, l'éloge de l'effort, les enfants ainsi encouragés persistent davantage, craignent moins d'échecs et apprennent plus efficacement à long terme. On a aussi expliqué ça. Donc, il ne faut pas empêcher l'enfant d'être curieux, c'est ça? Non, oui, comme tu dis, toi, tous les mercredis. Alors, le développement cérébral ne se réduit pas à des activités isolées. C'est l'ensemble de l'environnement, relations, stabilité, nature, sécurité qui façonne le cerveau de l'enfant. Alors, relations affectives, enfin, c'est un résumé, puisque nous l'avons dit. Relations affectives stables et sécurisantes, exposition régulière à la nature, sécurité physique et émotionnelle, stimulation adaptée à l'âge. Alors, éviter, prévenir ou éviter comme on peut, les violences physiques ou psychologiques, instabilité relationnelle chronique, l'isolement social prolongé, surinvestissement anxiogène de la performance. De toute façon, on va reprendre ça au fur et à mesure. Alors conclusion, de petits gestes réguliers ont un impact considérable sur le long terme. Prendre les repas sans écran en famille, c'est important. On te connaît ça tout à l'heure. Ça, c'est un pas. Pas d'écran pendant les repas. Oui. Parce que c'est un moment de dialogue, d'échange. De dialogue et d'échange. Encourager le jeu libre sans direction imposée, on l'a dit. Parler avec l'enfant, pas seulement lui donner des consignes, nous qu'à discuter, nous qu'à parler, nous qu'à échanger, jouer dehors au contact de la nature, aller dans la forêt, pour la rivière, et en les plages, là nous les. Des activités physiques quotidiennes, même courtes, coucher à heure régulière, pas à minuit, 2h, 3h du matin, rituel stable, laisser des moments d'ennui créatif, lire, je vais dire en dernier lieu, 15 à 20 minutes par jour. Les montées petits, les parents te dit nous lis pour m'entendre ce qu'on lit. Et ça permet aux parents de contrôler si vraiment tu lisais ou pas. Alors, je ne sais pas ce que vous avez à ajouter. 15 à 20 minutes par jour, c'est beaucoup, non? Ça fatigue en bas? Non, mais c'est vous dire, non, c'est peu. Mais c'est peu. Non, c'est un minimum. Non, mais c'est un minimum. La lecture est indispensable aujourd'hui. C'est si indispensable. on veut que le cerveau se développe, oui. Lisez, écoutez la radio, écoutez beaucoup. Oui. Parce que la télé, l'écran, ça affaiblit le cerveau. Ça mobilise deux compétences, la vue. Ça mobilise la vue et puis ça mobilise une compétence totalement, la vue. Donc, et l'édition. Donc, alors les autres sens sont inhibés. Ils sont inhibés, on nous clouer devant la télé et puis nous ne pouvons pas faire rien d'autre. Donc, la lecture, ça nous permet de nous évader, de nous déplacer, de lire quand on veut. Oui, de découvrir le monde. Alors, il nous reste à peine 2 minutes. C'est toi. Même pas 2 minutes. Oui. Alors, je vais conclure. Un cerveau sain se construit à l'intersection du corps, nutrition, sommeil, mouvement, du lien, attachement, échange affectif, et de la stimulation, jeu, langage, exploration. Voilà. Ouais. Le jeu, c'est un bagage ici au lieu. Oui. Pas niger là, quoi. Non, mais c'est bon. J'espère qu'on a balayé on a essayé de balayer le cerveau, de le construire, de voir comment il fonctionne. Hein. Pour les parents, les jeunes, hein, c'est un bail indispensable. Le cerveau a une tête bien faite dans un corps parfait, non? C'est ça. J'ai déjà oublié, non? C'est ça, Yoka dit. Alors, le corps, du corps, du lien, de la simulation. Très bien. Voilà. Mais je crois qu'on est arrivé... et dans l'amour. Dans l'amour. On arrive à la conclusion. On essaie maintenant de garder un timing serré. On se met en contrainte avec un peu de stress. Merci à Jean-Michel qui nous permet de nous améliorer. Eh bien, maman, à bientôt. Et puis, à la prochaine. Donc, nous avons un autre thème. Nous allons parler pas du cerveau encore. Nous allons parler des fois. Donc, nous allons voir qui ça nous va faire la semaine prochaine. En tout cas, une belle semaine et puis à bientôt.